1984, écrit par George Orwell en 1948, lu par Équilivre, livre audio. Deuxième partie. Chapitre 4. Winston jeta un regard circulaire dans la petite chambre râpée qui était au-dessus du magasin de M. Charrington. Le grand lit près de la fenêtre était fait, avec des couvertures déchirées et un traversin découvert. La pendule ancienne, au cadran de 12 heures, faisait entendre son tic-tac sur la cheminée. Dans un coin sur la table pliante, le presse-papier de verre qu'il avait acheté lors de sa dernière visite luisait faiblement dans la demi-obscurité. Sur la galerie de la cheminée, il y avait un fourneau à pétrole, en étain martelé, une casserole et 2 tasses, fournies par M. Charrington. Winston alluma le brûleur et mit à bouillir de l'eau, et quelques tablettes de saccharine. Les aiguilles de la pendule indiquaient 7, 20. Il était réellement 19h20. Elle devait arriver à 19h30. Folie, folie, lui répétait son cœur, folie consciente, gratuite, qui mènerait au désastre. De tous les crimes que pouvait commettre un membre du parti, c'était celui-ci qui pouvait le moins se dissimuler. À la vérité, l'idée l'avait d'abord hanté sous forme d'une vision de presse-papier de verre reflétée par la surface de la table. Ainsi qu'il l'avait prévu, M. Charrington n'avait fait aucune difficulté pour louer la chambre. Il était visiblement content de gagner quelques dollars. Il ne fut pas non plus choqué et ne se montra pas agressivement compréhensif quand il fut entendu que Winston désirait la chambre pour des rendez-vous d'amour. Au contraire, son regard se fit lointain. Il parla de généralité, d'un air si délicat qu'il donnait l'impression d'être devenu en partie invisible. L'isolement, dit-il, avait son prix. Chacun désirait disposer d'un endroit où se trouver seul à l'occasion. Cet endroit trouvé était la moindre des politesses que celui qui était au courant gardât pour lui ce qu'il savait. Il ajouta même, avec presque l'air de s'effacer et de cesser d'exister, qu'il y avait 2 entrées à la maison, dont l'une par la cour de derrière qui donnait sur une allée. Quelqu'un chantait sous la fenêtre. Winston, protégé par le rideau de mousseline, regarda au dehors. Le soleil de juin était encore haut dans le ciel, et en bas, dans la cour baignée de soleil, une femme aux avant-bras d'un brun rouge, qui portait attaché à la taille un tablier en toile à sac, marchait en clopinant, entre un baquet à laver et une corde à sécher. Monstrueuse et solide comme une colonne romane, elle épinglait sur la corde des carrés blancs, dans lesquels Winston reconnut des couches de bébé. Dès que sa bouche n'était pas obstruée par des épingles à linge, elle chantait d'une voix puissante de contralto. Ce n'était qu'un rêve sans espoir. Il passa comme un soir d'avril un soir. Mais un regard, un mot, les rêves ont recommencé. Ils ont pris mon cœur, ils l'ont emporté. L'air avait couru dans Londres pendant les dernières semaines. C'était une de ces innombrables chansons, toutes semblables, que la sous-direction du commissariat à la musique publiait pour les prolétaires. Les paroles de ces chansons étaient composées, sans aucune intervention humaine, par un instrument appelé versificateur. Mais la femme chantait d'une voix si mélodieuse qu'elle transformait en un chant presque agréable la plus horrible stupidité. Winston pouvait entendre le chant de la femme, le claquement de ses chaussures sur les dalles, les cris des enfants dans la rue, et quelque part dans le lointain, un grondement sourd du trafic de la cité. La chambre paraissait cependant curieusement silencieuse, grâce à l'absence de télécran. Folie, 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 pensa-t-il encore. Il était inconcevable qu'ils puissent fréquenter cet endroit plus de quelques semaines sans être pris. Mais la tentation d'avoir un coin secret qui fût vraiment à eux, qui fût dans une maison, accessible sous la main, avait été trop forte pour tous deux. Après leur visite au beffroi, il leur avait été impossible pendant quelque temps d'organiser des rencontres. En prévision de la semaine de la haine, les heures de travail avaient été rigoureusement augmentées. Elles n'auraient lieu que dans plus d'1 mois, mais les préparatifs grandioses et compliqués qu'elle exigeait entraînaient pour tout le monde un surcroît de travail. Finalement, ils s'arrangèrent tous deux pour avoir le même jour un après-midi de liberté.
Ils s'étaient entendus pour retourner à la clairière du bois. La veille, ils se rencontrèrent un court instant dans la rue. Comme d'habitude, Winston regardait à peine Julia, tandis qu'il se laissait emporter par la foule. Mais le bref coup d'œil qu'il lui jeta lui apprit qu'elle était plus pâle que de coutume. Rien à faire, murmura-t-elle aussitôt qu'elle jugea pouvoir parler sans danger. Pour demain, je veux dire. Quoi? Demain après-midi, je ne peux pas venir. Pourquoi? Oh, pour la raison habituelle, c'est venu plus tôt cette fois. Il fut pendant un moment pris d'une violente colère. Pendant ce mois de fréquentation, la nature de son sentiment pour elle avait changé. Au début, il comportait peu de vraie sensualité. Leur premier contact amoureux avait été simplement un acte de volonté. Mais ce fut différent après la deuxième fois. L'odeur de ses cheveux, le goût de sa bouche, le contact de sa peau semblaient s'être introduits en lui, ou dans l'air qui l'entourait. Quand elle dit qu'elle ne pouvait venir, il eut l'impression qu'elle le trompait. Mais juste à cet instant, la foule les poussa l'un contre l'autre, et leurs mains se rencontrèrent par hasard. Elle pressa rapidement le bout des doigts de Winston, comme pour solliciter, non son désir, mais son affection. L'idée vint à Winston que lorsqu'on vivait avec une femme, ce désappointement périodique était un événement normal. Une profonde tendresse, qu'il n'avait pas encore ressentie pour elle, s'empara de lui. Il aurait voulu qu'ils fussent un couple de mariés de 10 ans. Il aurait voulu pouvoir se promener avec elle dans la rue, exactement comme il le faisait, mais ouvertement et sans crainte, et parler de choses ordinaires en achetant de petits objets pour leur ménage. Il aurait voulu, par-dessus tout, avoir un endroit où il pourrait être seul sans se sentir obligé de faire l'amour chaque fois qu'ils se rencontraient. Ce ne fut pas réellement à cet instant, mais à un moment du jour suivant, que l'idée lui vint de louer la chambre de M. Charrington. Quand il en parla à Julia, elle accepta avec une promptitude inattendue. Tous deux savaient que c'était une folie. C'était comme s'ils se rapprochaient volontairement de leur tombe. Tandis qu'il l'attendait, assis au bord du lit, il pensa une fois de plus aux caves du ministère de l'amour. Le rythme suivant lequel l'horrible destinée à laquelle ils étaient voués entrait dans la conscience et en sortait était curieux. Il était là, ce destin, son heure était fixée dans l'avenir. Il précédait la mort, aussi sûrement que 99 précèdent 100. On ne pouvait l'éviter, mais peut-être pouvait-on en reculer l'échéance. Et pourtant, il arrivait que l'on choisisse, par un acte conscient, volontaire, d'écourter l'intervalle par lequel on en était séparé. Un pas rapide se fit entendre dans l'escalier. Julia fit irruption dans la pièce. Elle portait un sac à outils, en grosse toile brune, dont il l'avait vue charger maintes fois dans les bâtiments du ministère. Il s'élança pour la prendre dans ses bras, mais elle se dégagea assez rapidement, car elle tenait encore le sac à outils. « Une seconde, dit-elle. Laisse-moi seulement te montrer ce que j'apporte. Tu as apporté de cet immonde café de la Victoire? Je pensais que tu l'aurais fait. Tu peux le mettre de côté, nous n'en aurons pas besoin. Regarde. » Elle s'agenouilla, ouvrit le sac et en sortit pêle-mêle quelques clés anglaises et un tournevis qui en remplissait la partie supérieure. En dessous, il y avait une quantité de paquets bien faits, enveloppés de papier. Le premier paquet qu'elle passa à Winston provoquait une sensation étrange mais vaguement familière. Il était plein d'une substance lourde et friable qui cédait quand on y touchait. « Ce n'est pas du sucre ? Demanda-t-il. « Du vrai sucre, pas de la saccharine, du sucre. Et voilà une miche de pain, du vrai pain blanc, pas notre horrible substance. Et un petit pot de confiture. Et voici une boîte de lait. Mais vois, je suis vraiment fière de celui-là. J'ai dû l'envelopper d'un bout de toile à sac parce que... » Elle n'avait pas besoin de lui dire pourquoi elle l'avait enveloppé. Le parfum se répandait déjà dans la pièce, un parfum riche et chaud qui semblait être une émanation de sa première enfance, mais qu'on pouvait encore rencontrer. Parfois, avant le claquement d'une porte, il se répandait dans un passage, parfois il diffusait mystérieusement dans la foule. On le respirait un instant, puis on le perdait. « C'est du café, murmura-t-il, du vrai café ?»« C'est le café du parti intérieur. Il y en a là 1 kilo entier, dit-elle. »« Comment as-tu fait pour te procurer tout cela ?»« C'est tout des victuailles du parti intérieur. Ils ne sont privés de rien, ces porcs, de rien. Mais naturellement, les garçons, les serviteurs, les gens chipent des choses. Et vois, j'ai aussi un petit paquet de thé. » Winston s'était accroupi près d'elle.
Il déchira un coin de paquet et l'ouvrit. C'est du vrai thé, pas des feuilles de mûr. Il y a eu dernièrement un arrivage de thé. Ils ont pris l'Inde ou quelque autre pays, dit-elle vaguement. Mais écoute, mon chéri, je voudrais que tu me tournes le dos pendant 3 minutes. Va t'asseoir de l'autre côté du lit, pas trop près de la fenêtre, et ne te retourne pas avant que je ne te le dise. Winston regarda distraitement à travers le rideau de mousseline. En bas dans la cour, la femme au bras rouge évoluait encore entre le baquet et la corde. Elle ôta de sa bouche 2 épingles de bois et chanta avec sentiment. On dit que le temps guérit toute blessure, on dit que l'on peut toujours oublier, mais la vie est toujours là, et tout le temps qu'elle dure, par la joie ou par les pleurs, toujours mon cœur est travaillé. Elle semblait connaître par cœur toute la rengaine. Sa voix s'élevait dans la douceur de l'air d'été, mélodieuse et chargée d'heureuse mélancolie. On avait l'impression qu'elle eût été parfaitement heureuse, pourvu que le soir de juin fût infini et le nombre de couches inépuisable, heureuse de rester là des milliers d'années à attacher des couches et chanter des stupidités.